Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de performance, de blocage invisible et de libération intérieure. Et si la clé pour exprimer notre plein potentiel était d'apprendre à libérer notre système nerveux. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre David, fondateur de l'Académie de la haute performance et créateur de la méthode de la dépolarisation. Bonjour Pierre, bienvenue dans cette émission de Zénith. Bonjour Sabia, merci de me recevoir. Je suis ravie de te retrouver, tu le sais. Alors Pierre, j'aimerais déjà qu'on commence par te présenter, par présenter ton parcours. Donc tu es un ancien sportif au niveau de boxe française, de savate boxe Ah, française. c'est ça, exactement. Est-ce que tu veux nous dire comment tu es passé de ce sportif de haut niveau à à être inspiré par cette méthode de dépolarisation? Ouais, bah justement, en tant que sportif de haut niveau, donc moi j'avais la particularité d'être tout le temps numéro 2, c'est-à-dire que j'étais en équipe de France de savate boxe française, mais toujours numéro 2. Donc dès que j'arrivais en finale, je perdais mes moyens. Dans les vestiaires, je savais que c'était perdu et je voulais juste rentrer chez moi. Et donc à l'époque, donc c'est un peu dommage quand on s'entraîne plusieurs fois par jour et 5 jours par semaine. Et du coup, à cette époque, j'avais testé plein de choses. J'avais commencé l'hypnose, je pense, en 2011. En club, on avait de la sophrologie. En équipe de France, on avait de la préparation mentale classique. Ça m'avait aidé, mais le blocage de fond était toujours présent. Et j'avais une question éternelle qui était là, qui était la question: qui suis-je? Et après ma carrière en 2015, du coup, j'ai commencé à me former moi-même, du coup, en hypnose, institut de neurosciences, institut Hussein, qu'on a fait ensemble. Bah, le blocage de fond était toujours présent et donc j'ai décidé de partir en vipassana, donc sans lire, sans écrire, sans parler, chez des moines en méditation. Et là, j'ai eu une des réponses à mes questions sur lesquelles on est des êtres humains, pas que des êtres, pas que des humains, mais des êtres humains. Et donc, il y a vraiment 2 parties en nous. J'avais la réponse, mais j'avais pas l'outil encore pour pouvoir me libérer. Et ça, j'ai trouvé avec le docteur John Nemer qui donnait des cours à Londres, où j'ai vu qu'après un de ces séminaires, tout simplement, j'ai senti que là, il y a quelque chose qui avait changé. Et bah, j'ai continué de me former avec lui. Et de mon côté, j'ai testé avec un sportif, 2, 3, 4. Et puis, en fait, rapidement, j'ai vu qu'il y avait un pattern qui était là. Et donc, la dépolarisation est née. Et en même temps, les premiers champions du monde que j'ai accompagnés sont nés également. Donc, voilà le parcours. C'est vraiment ton cheminement personnel en tant que sportif de haut niveau, confronté à ces limites invisibles, C'est ça. qui t'a conduit à les chercher. Ouais, Et exactement. c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et sur lequel je travaille beaucoup. On est des êtres et des humains, mais pas que des êtres et pas que des humains. C'est J'adore ça, ta exactement. formulation. Et du coup, finalement, à travers cette méthode de la dépolarisation, tu as réussi à imbriquer, à inclure ces 2 dimensions. Bon, tu vois, par exemple, quand on forme les gens, du coup, qui viennent se former, vu qu'aujourd'hui, on est organisme de formation, on est certifié chez France Compétences, et donc on forme des gens, des coachs, en dépolarisation. On leur amène vraiment dès le premier module, on leur amène à apprendre à penser de 2 points de vue. On a le point de vue, humain, qui est le point de vue, du coup, humain, humus, c'est la terre, le point de vue existence, le point de vue qui est relatif. C'est-à-dire dans ce point de vue humain, on va classer les choses en c'est bien, c'est mal, c'est l'Est, c'est l'Ouest. Mais tout ça sont que des points de vue relatifs à justement un angle de vue dans un espace, localisé dans un espace et dans un temps. En revanche, on leur apprend aussi à penser à partir de la partie être, qui est d'un point de vue plus absolu, informel, intemporel. Là, c'est, par exemple, si on prend de la hauteur et qu'on va dans l'univers et qu'on regarde la Terre, on va voir que finalement, il n'y a plus d'Est, plus d'Ouest, plus de Nord, plus de Sud. Et donc, ce point de vue bien-mal est vrai que d'un point de vue humain. Mais d'un point de vue plus de l'être, eh bien, on va voir plus une notion de bien, ce qui ordonne, et de mal, ce qui désordonne, donc qui crée du chaos, avec la notion d'entropie et de nogentropie. Clair. Alors, tu as pu accompagner tes premiers C'est ça. heu, joueurs, sportifs de haut niveau qui ont gagné les JO. Ouais, c'est Donc tu ça, as enfin, tu qu'on pu fait des tester ta médailles aux méthode. JO, Ouais, c'est ça, ouais, exactement. On a eu tout des à fait. médaillés aux JO, et des champions du monde. Donc Mmh. il y a eu 4 médaillés aux Jeux olympiques que j'ai eu la chance, d'accompagner, et et plusieurs, aujourd'hui, je pense, on les compte plus, plusieurs dizaines de champions du monde accompagnés. Super. Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui sont pas du tout sensibilisées à notre dimension, à notre justement, caractère multidimensionnel en tant qu'être humain, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'est la dépolarisation? Et, 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 et,
ce que Ouais. ça induit. Ouais, donc la dépolarisation, c'est vraiment cette notion de dépolariser, de changer de fil, de changer de regard pour pouvoir s'autoriser à atteindre nos objectifs. Pourquoi? Parce que dans le monde justement humain, eh bien, on a grandi avec des dogmes sociaux et moraux. Il faut être humble, il faut être altruiste, il faut être bienveillant, il faut être gentil, honnête, et cetera. Et donc en s'armant de ces étiquettes-là et en y tenant, c'est important d'être humble, eh bien parfois on va avoir un objectif, qui est important pour nous, mais on va ne pas s'autoriser à, y aller à 200 parce qu'on va se dire: «Mais non, mais je suis qui pour y arriver? Je mérite pas. Les autres aussi s'entraînent autant, les autres aussi travaillent autant. Pourquoi moi?» Et donc tout cela, t notamment en France, on est beaucoup polarisé sur la notion d'humilité, c'est bien et arrogance, c'est mal. Or, les 2 choses sont que des illusions de l'esprit. Si moi, j'aime bien dans mon livre justement «Préparation mentale gagnante», j'essaye d'amener les gens à dire: «OK, maintenant on va penser d'un point de vue factuel». C'est-à-dire que arrogant, c'est un concept, ce n'est pas un fait. Humble, c'est un concept, ce n'est pas un fait. Et si on regarde, par exemple, je me rappelle avec une athlète, on regarde, OK, un tel est arrogant, factuellement, qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah, il dit qu'il a gagné ou il dit qu'il est meilleur. OK, est-ce qu'il y croit? Bah oui, il y croit. OK, donc en fait, il nous renvoie l'image d'arrogant, mais lui, factuellement, il dit qu'il est meilleur. Et par exemple, avec un autre athlète qui admirait Federer parce qu'il disait qu'il était humble, quand je lui ai dit, OK, arrête-toi au moment où tu le perçois humble, factuellement, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah, il dit qu'il a gagné, mais que l'autre a bien joué. Et du coup, vu qu'il vient soutenir les Mmh. systèmes de valeurs de l'autre en mode l'autre a bien joué, mais qu'il dit qu'il a gagné, bah là, ça passe comme humble. Alors que l'autre qui Mmh. dit j'étais meilleur et les autres ont été moins bons, ça passe comme arrogant. Alors que les deux choses sont des factuels et selon comment on a été éduqué, eh bien, on va juger ça, on sait bien ou c'est mal, et donc créer un concept d'arrogant ou d'humilité. Et nous, si on s'attache à ces concepts-là, moi, par exemple, à l'époque, quand j'étais sportif de haut niveau, c'était très important pour moi d'être perçu et d'être quelqu'un d'humble. Du coup, j'étais tout le temps deuxième. Aujourd'hui, en Oui. entrepreneuriat, ce qui fait que l'entreprise a aussi bien performé et très vite on est passé leader du marché sur le monde de la préparation mentale en sport, c'est que bah, l'arrogance et l'humilité ce sont des concepts qui sont très loin pour moi. Je m'en contrefiche d'être Mmh. arrogant ou d'être humble. J'ai juste envie d'être connecté à ma mission, quoi. C'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on a tous été conditionnés Mmh, à avoir un regard polarisé, c'est bien, c'est mal, c'est ça. c'est bien d'être gentil, généreux, c'est mal d'être égoïste, et c'est vrai qu'on ne voit pas que finalement ces conditionnements, vont être les premiers murs, qui s'imposeront à nous entre notre vision, nos objectifs et notre état actuel, en fait. Ouais, exactement. Comment tu pourrais l'expliquer, l'importance justement de sortir de ce carcan d'idées reçues? Comment on peut faire? Comment on peut faire pour identifier, qu'on est polarisé? Comment on peut faire pour identifier les murs auxquels on se confronte? Alors ça, c'est très, très, très simple. C'est simplement regarder les traits de caractère qui vous agacent le plus. Si vous êtes tout le temps numéro 2, si vous n'osez pas prendre votre place, il est très fort probable que les gens, pour prendre un langage familier, mais c'est celui qui ressort souvent, les gens qui se la pètent, heu, les gens arrogants, vous agacent. Si vous avez par exemple des tendances à en faire trop, des tendances au burn-out, et cetera, il est très probable que, c'est important pour vous d'être altruiste et du coup, vous supportez pas les gens égoïstes. Et donc j'aime bien dans les équipes quand, il y a une personne qui est en train de se cramer, je lui dis: «Je suis pratiquement sûr que dans ton équipe, il y a quelqu'un qui part pile à l'heure, qui s'en fiche que le travail est fini ou pas, il part». «Ah bah oui, non mais complètement». Donc lui, il est en train d'exprimer ce que toi tu réprimes. Donc, la première étape est vraiment d'être conscient que on a peur d'être jugé de ce des traits de caractère que l'on juge. Et donc, tous les traits de caractère que l'on juge sont pour nous vraiment précieux parce qu'ils nous indiquent les points que nous, on s'autorise pas à accomplir. Il y a des gens, des fois, qui sont formés en développement personnel et du coup, ils vont dire: «Ah mais moi, je juge pas». Non, 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 la partie humaine, elle juge constamment. Elle va dire: «C'est moi, c'est pas moi». Et du coup, plus on va être capable de se connecter à ce que l'on juge, plus on va pouvoir identifier les zones d'ombre et plus on va voir que derrière chaque trait de caractère que l'on juge, c'est très souvent, un trait de caractère, si nous, on s'autorise à le développer sous notre forme, ça changera notre vie. Pour quelqu'un qui perçoit les gens arrogants, OK, l'envers de ça, c'est quoi? Ah bah, il est confiant. OK, si toi, demain, tu es plus confiant, ça a changé quoi? Ah bah, ça a tout changé. Si, je vois quelqu'un d'égoïste, OK, ça changerait quoi pour toi si tu pensais plus à toi? Ah bah, ça changerait tout aussi. Mais tant que je le juge, je peux pas y accéder. Donc dans ce que tu partages, on voit bien que finalement, on a peur de payer le prix du jugement, de la condamnation de notre environnement. Mmh.
Alors, quand une personne a repéré, par exemple, que elle ne sait pas marquer son territoire, elle ne sait pas Mmh. affirmer, elle ne Mmh. sait pas s'affirmer, parce que justement, elle veut passer pour quelqu'un de généreux, d'altruiste, et que la conséquence à ça, c'est le burn-out et l'épuisement. Donc, imaginons, elle repère ce trait de caractère qu'elle réprime. Donc, l'importance de s'affirmer, d'être égoïste, de penser à soi. Euh, Est-ce que tu penses que ça suffit ou est-ce qu'il faut aussi pouvoir euh, faire un travail pour en arriver au stade où on se dit finalement j'en ai rien à faire de ce qu'on pense de moi. Peu importe. Justement, là, ça, c'est vraiment identifier le trait de caractère qui nous agace, c'est la toute première étape. La deuxième étape, c'est se le réapproprier. Ouais, C'est-à-dire, je tout à vais fait. vraiment me réapproprier ce trait de caractère. Comment on fait pour ça? Bah, c'est aller voir sous quelle forme aujourd'hui j'exprime déjà ce trait de caractère. Et là, les gens très souvent vont dire: «Ah non, mais jamais, tu te rends compte, moi je fais jamais ça», et cetera. Et du coup, OK, mais va voir quand même sous quelle forme. Et on va voir que sous notre forme à nous, eh bien, on l'exprime déjà. Par exemple, avec une athlète qui était justement polarisée sur bah, une personne arrogante. Elle dit: «Ah oui, elle dit qu'elle va gagner, qu'elle va battre les autres. Mais moi, elle me dit: je fais jamais ça.» OK, regarde, quand est-ce que tu le fais? Ah bah, je le fais jamais. Attends, tu es au niveau international, quand tu as des tours régionaux, départementaux ou régionaux en France, est-ce que tu l'exprimes? Elle fait: «Oui, mais là, c'est normal.» Et du coup, elle fait, je fais, OK, est-ce qu'il y a des gens de ton club pour qui ont du mal, en fait, déjà à être à ce niveau-là? Elle fait, bah ouais, c'est vrai. Et là, elle réalise que, waouh, en fait, à mon niveau, à son niveau, mais à un niveau qu'elle pensait normal, elle l'exprimait déjà. Et Mmh. donc, ça, c'est vraiment la deuxième étape de voir que sous notre forme, on l'exprime déjà. Et en fait, à ce moment-là, on va souvent ressentir la culpabilité. On va se dire, ah mince, mais finalement, je suis pas si bien que ce que je pensais. Et ensuite, c'est aller voir justement les bénéfices pour l'environnement d'exprimer ce trait de caractère-là, pour valider que, en fait, bah, je l'exprime, j'aide les autres à grandir, à prendre leur place. Et finalement, les autres aussi ont le droit de poser leurs limites et de pas rentrer dans le triangle de Cartman, victime, persécuteur, sauveur. J'ai le pouvoir de faire du mal à quelqu'un, quelqu'un a du pouvoir de me faire du mal, et je peux sauver quelqu'un pour pouvoir justement laisser les autres évoluer, en alignement. Et quand elle se débarrasse de cette charge de culpabilité, qui finalement est très reliée à un niveau de conscience, hein, c'est vraiment pour moi, j'aime bien cette phrase, comprendre les règles du jeu JE. C'est important de comprendre les règles du jeu, c'est une phrase que j'utilise beaucoup, c'est parce que je réalise vraiment que tout est histoire de niveau de conscience, d'appréhender, hein, comme tu dis, les règles universelles, les lois universelles, et de pouvoir les ramener dans notre dimension, en fait, hein, tridimensionnelle, limitée, polarisée, etc. Quand cette femme prend conscience qu'elle exprime déjà ses traits de caractère sous une certaine forme, et qu'elle se débarrasse de la culpabilité, que tu l'encourages, tu l'accompagnes en fait pour accepter ça et finalement se réapproprier ce trait de Mmh, caractère en l'assumant. mmh. Est-ce que naturellement, elle se libère du regard des autres ou est-ce que il y a encore une étape à suivre à ça? Ouais, justement. Alors là, c'est la première étape. En général, on se libère par rapport à ça et on se dit: «OK, si demain quelqu'un me juge de ça, c'est OK.» Et ensuite, en effet, la dernière étape, c'est aller voir la personne miroir du départ. Quels sont les bénéfices pour nous qu'elle exprime ce trait de caractère-là? Par Mmh. exemple, si je reprends avec cet athlète, OK, quels sont les bénéfices pour toi que cet athlète-là, spécifiquement, dit qu'elle va battre les autres. Ah bah, clairement, moi, quand tu as dit ça, ça me challenge. Du coup, je me dépasse, j'en fais plus. Et Mmh. franchement, grâce à ça, l'autre fois, c'est vrai que j'ai fait une super perf. OK, donc ce que tu es en train de me dire, c'est grâce au fait qu'elle exprime ce caractère-là, toi, tu fais ta super perf. Alors que il se passerait quoi si elle était toute gentille, c'était une amie, etc. Clairement, j'aurais pas le petit coup de boost supplémentaire pour accélérer, et j'aurais jamais battu mon record, par exemple. Et là, la personne voit que waouh, mais en fait, c'est parfait, merci, que pour évoluer, on va être soutenu et challengé au même degré. Et ça, on n'apprend pas ça à l'école. À l'école, on croit que le bien, c'est ce qui nous soutient, que le mal, c'est ce qui nous challenge, alors qu'en réalité, on apprend à penser que du point de vue humain à l'école. Et alors qu'en réalité, on a besoin des deux pour évoluer. Et quand la personne prend conscience de ça, qu'elle a des larmes de gratitude pour l'autre, et pour ce trait de caractère-là, boum, là, c'est bon, on sait que naturellement, elle passe à un autre niveau. C'est passionnant, c'est un sujet, qui me semble tellement important de souligner, l'importance de voir qu'on est grandir, c'est Mmh, être challengé, supporté au même degré. Et exactement. si tu veux bien, on va reprendre ça parce que je pense à on a tous les 2 on accompagne des gens, donc on voit aussi la souffrance humaine, en face et c'est vrai que cette conception,
Tu vois, cette espèce de rapport au monde, de se dire, quand un cadeau arrive, je me réjouis, c'est super, sans voir le prix à payer. C'est Et ça. quand quelque chose de difficile arrive, bah, c'est un drame, je m'effondre sans voir le cadeau gâché. Est-ce que tu veux bien qu'on reprenne ça pour les auditeurs? Parce que je me dis que pour chacun d'entre eux, peut-être, si certains vivent un divorce, une perte, la perte d'un être cher, la perte d'un emploi ou des difficultés financières, peu importe, ça peut aussi s'appliquer, dans nos vies personnelles. Est-ce que tu veux bien en parler un petit peu pour que les gens puissent se nourrir aussi de ce regard? Ouais, c'est que nous, on est dans une société, on a été éduqués au gain et à la perte. Genre, c'est bien, c'est mal. En réalité, c'est pas comme ça. Comme tu l'as dit, derrière chaque fardeau, il y a un cadeau. Si on sait le reconnaître, si on est armé pour le reconnaître, justement, tu vois, par exemple, j'ai une dame, un de mes séminaires, donc là, c'était dans vraiment, je pense, c'est la séance qui m'a le plus impressionné. Genre, elle a 78 ans, elle avait depuis 2004, je crois, elle avait subi bref, une grosse arnaque, ce qui fait qu'elle avait été dépossédée de plein de choses et elle disait, mais ça, c'était horrible, j'ai perdu ça, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu tout ça. Mmh. Et à ce moment-là, un moment, donc on creuse, c'était vraiment très long. Et à un moment donné, elle connecte les points et elle se dit, waouh, mais en fait, à mes 14 ans, je me rappelle que j'ai eu deux choix. J'ai eu le choix entre être la fille parfaite aux yeux de mes parents ou prendre ma vie en main et créer mon truc. Et fait, à ce moment-là, j'ai choisi d'être la fille parfaite et bien aux yeux de mes parents. Et du coup, elle fait des liens toute seule et à un moment donné, elle réalise qu'au moment où elle a été dépossédée et arnaquée, c'est là où elle s'est récupérée elle-même et qu'elle a commencé à dire non, etc. Et du coup, elle fait waouh. Et du coup, je lui dis, ok, au moment où tu es dépossédé, du coup, de tout ce qui est matériel, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bah, c'est à ce moment où je me suis récupéré moi-même. Elle a eu des larmes de gratitude en mode, elle a connecté. Et à la fin de la séance, elle disait, bah, franchement, j'étais en train de, c'est son fils qui l'avait amené au séminaire. Elle fait, j'étais en train de penser que j'allais mourir à petit feu, qu'il me restait 2 ans à vivre. Et là, je suis reparti pour 10 ans, quoi. Je suis reconnecté à ma mission, je me suis incarné de nouveau. Et c'était dans l'effet le plus marquant comme ça. Mais à chaque fois qu'on voit que derrière une perte, il y a du gain, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais du coup, c'est arrivé à reconnaître sous quelle forme le gain est là. Et ça, c'est vraiment la partie haute du cerveau. La partie basse, c'est juste entre perte et gain. Et plus on arrive à faire fonctionner le cerveau pour reconnaître les cadeaux cachés dans les fardeaux apparents, bah, plus on peut évoluer en se disant, bon, là, ça a été dur, mais je peux passer à autre chose, next. Sinon, on boucle. Ouais, c'est ça. Sinon, on est enfermé dans une roue Mmh, qui tourne sur c'est elle-même. ça. Tout à fait. C'est puissant ce que tu dis parce que ça veut dire, si on se place d'un point de vue, on va dire, philosophique, ça veut dire que la vie nous soutient tout le temps finalement. Il y a un Ex équilibre parfait. Ouais, exactement, ouais. En tout cas, la vie, enfin, je sais pas s'il y a une force ou je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui tout est là pour nous servir et pour nous aider à grandir, en tout cas. C'est ça, tout à fait, si on a les yeux pour voir. Si on a les Exactement, si on est armé, s'il y a les yeux pour voir, ouais. Ouais, et c'est là vraiment que j'invite, les auditeurs, s'ils sont dans cette vision polarisée qui conduit à la souffrance, à vraiment considérer, parce qu'en France aussi, j'ai observé qu'on n'a pas cette culture d'investir sur soi. Ça, c'est Non. vraiment quelque chose, Mmh. qui Ouais, ouais, enfin, en France, moi, pour me former énormément aux États-Unis, bah, aux États-Unis, ils ont des prix qui sont beaucoup plus élevés que les nôtres, mais en même temps, ils sont pas soutenus comme chez nous. Nous, on est Nous, on est habitués à avoir plein d'aides. Tu vois, quand on a une entreprise, eh ben, très souvent, les gens disent: «Ah bah, est-ce que je peux passer ça dans les OPCO, dans les» il y a tout le temps une aide pour pouvoir, se former. Moi, j'ai jamais utilisé d'aide pour me mmh, former et je pense qu'à un moment donné aussi, tu vois, bah, c'est pareil pour la sécurité sociale. En Allemagne, par exemple, tu veux des médicaments, bah, c'est pas remboursé, du moins pas tout le temps. Du coup, il y a pas une même culture et donc chez nous en France, eh bien, on est plus en train d'attendre que l'État va nous soutenir, que quelqu'un va nous aider et on n'est pas ce qui est bien parce que ça permet, en France, le gros point positif, ça permet que si on a un coup de mou, pendant 6 mois, 1 an, on peut prendre le temps pour se remettre et on est soutenu là-dessus. Le prix à payer de ça, c'est que du coup, on n'a pas une démarche qui est proactive, où, bah, on va investir et on se dit: «OK, c'est pas grave si je perds, au moins j'avance» et cetera. mmh. Ouais, je partage complètement, c'est vraiment ce que j'observe aussi. Alors, chez les entrepreneurs, évidemment, c'est différent parce que leur expérience leur montre que tout dépend d'eux et que c'est leur, pleine responsabilité. Mais je pense qu'on nous a pas appris, c'est ce que tu dis à l'école,
à voir qu'on est le vortex au centre de notre réalité, en fait, que Mmh. c'est nous qui sommes au centre et que tout ce qui arrive dans notre vie est là pour nous faire grandir. Et donc, c'est à nous d'aller apprendre à lire, en fait, cette réalité, à s'en servir. Euh, c'est vraiment important d'apprendre, d'essayer de comprendre, en fait, comment je peux changer de regard pour que je puisse reprendre le pouvoir sur ma vie. Ouais, ça, c'est clair que c'est important. Pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose, notre énergie, vu qu'on est des êtres humains, mon état d'être, mon état énergétique va amener le corps à faire des choses et augmenter ou pas les probabilités d'obtenir un résultat. Et je sais qu'aujourd'hui, euh, tu vois, les pensées, le travail sur les pensées et les émotions, c'est quelque chose que je valorise en premier, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je valorise et je me dis, en fait, c'est ici, s'il y a bien un endroit où investir. Tu vois, souvent, je me dis, s'il devait me rester 500 euros en poche, je pense que je prendrais un coaching. Tu vois, Ouais, mais oui, je comprends. parce que je On a sais que si ouais, je change de mes perceptions, comme dit John DeMartini, dès qu'on change nos perceptions, nos décisions changent et nos actions changent. Donc c'est ça. perception, décision, action. Et du coup, automatiquement, s'il y a un blocage dans notre vie, c'est très, 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 très souvent un problème de perception. Alors, c'est intéressant, est-ce que sur cette dernière partie de l'émission, si, il y a des personnes qui ont des projets, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant que sportif, qui ont l'ambition, de devenir numéro un, de vraiment réaliser leurs rêves. Quels seraient les conseils, Pierre, que tu donnerais? Alors, dans l'ordre, pour toi, quelles sont les conditions à rassembler, pour pouvoir vraiment réaliser un rêve, le mettre au monde? Bah, déjà, c'est être sûr de se libérer des dogmes sociaux qui peuvent nous empêcher et créer des contradictions pour s'autoriser à aller vers cet objectif-là. Donc, est-ce que je suis OK sur le fait de je m'en fiche d'être un, je m'en fiche d'être perçu comme méchant, je m'en fiche d'être perçu comme égoïste. Encore une fois, c'est pas qu'on va l'être, c'est qu'on s'en fiche d'être perçu comme ça. Donc, être sûr qu'il n'y ait pas de contradiction par rapport à ça. Ensuite, voir si c'est vraiment aligné avec nous, c'est-à-dire voir le prix à payer. Tu vois, par exemple, nous, avec les médaillés olympiques qu'on a accompagnés, toutes et tous ont fait l'exercice de noter 30-40 inconvénients à obtenir une médaille. Tu vois, et 30-40 bénéfices si on ne l'obtient pas. Pour être totalement dépollué et se dire, OK, est-ce que j'y vais pour la bonne chose? Parce que si on est aligné, alors le prix à payer, on est vraiment OK. Et il n'y a pas de, ah non, ça va être dur. C'est non, bah, j'y vais, c'est normal. Je pense que c'est vraiment les deux premières étapes. Et ensuite, se dire, OK, est-ce que j'ai l'identité? Donc, est-ce que j'ai les standards? L'identité pour générer ce résultat de manière naturelle. Quand tu parles d'identité, il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout, qui ne savent pas à quoi tu te Hmm. réfères, qui sont pas sensibilisés à l'identité. Est-ce que tu veux dire un mot sur ça? Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on se visualise réaliser l'objectif, est-ce que c'est normal pour nous? Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, si nous, on accompagne quelqu'un qui veut être champion du monde, si je lui dis: «Dis-moi à haute voix, tu vas être champion du monde», et s'il dit: «Bah, ouais, je vais être champion du monde», s'il est hésitant, on sait que le corps n'a pas validé l'objectif comme normal. Et comme disait Mani à l'époque, Mani et Sam, tout ce que le subconscient a validé comme normal, il le manifeste sans effort. Et là, pour nous, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on a objectif, que ce soit pour un entrepreneur générer tel chiffre d'affaires ou pour un sportif avoir tel titre, est-ce que c'est normal pour nous ou alors est-ce qu'on est euphorique ou hésitant à l'idée de se visualiser de l'obtenir? Donc vraiment, le but, c'est que ça va être normal, comme dit, comme si tu disais, bon, bah, je m'appelle Savira, Mmh. c'est Oui, tout à normal, quoi. Il n'y a fait. pas de charge émotionnelle, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est important, ce sujet d'assumer, de checker si on a la bonne identité. Hem, j'ai pu observer ça, tu sais, avec une promotion, de jeunes managers. J'ai utilisé le théâtre pour jouer le rôle de tu vois, de l'objectif qu'ils avaient. Donc, par exemple, un jeune me disait qu'il voulait être chef d'entreprise. Je lui disais: «OK, mets-toi sur scène et montre-nous qui tu es». Et finalement, il était tétanisé et tout ce qui sortait de sa bouche, allait à l'envers de ce qu'il désirait. Excellent, Il exprimait tout le contraire et en fait, ça l'a surpris et il m'a dit: «Mais je peux pas, j'ai tellement honte, je peux pas faire ça». excellent. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça rejoint vraiment ce que tu exprimes. C'est-à-dire, est-ce qu'on est au clair avec ce qu'on a envie de réaliser, de manifester dans notre vie? Est-ce que c'est déjà OK pour nous avant de l'offrir au monde? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et là, souvent,
Comme tu dis, on est pollué, on est complètement, j'ai l'image d'une prison, en fait, avec des barreaux invisibles. On est complètement enfermé, par notre morale, nos croyances, et tout ce que tu viens d'identifier et dont on vient de parler. Est-ce que tu as un dernier, mot à dire avant de clôturer cette émission? Ouais, Un conseil? le conseil, c'est l'important, c'est ce que je dis depuis, 7-8 ans, c'est l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. D'ailleurs, qui vous devenez, c'est un être humain, qui reconnaît chaque trait de caractère chez lui et qui est OK avec ça. Mmh. Ça, c'est une phrase qui est puissante. L'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez, c'est ça? C'est ça, parce que Mmh. derrière chaque challenge matériel, et ça, des fois, avec des entrepreneurs de haut niveau, derrière chaque challenge matériel, c'est quasiment tout le temps un trait de caractère que j'ai pas reconnu, et c'est pour ça que j'attire ce challenge-là. Mmh. Merci beaucoup Pierre pour Avec cette plaisir. émission. Il y aurait matière à discuter, beaucoup plus longtemps pour, clarifier tous ces points, mais je suis ravie. Merci beaucoup pour ce moment Pierre. À très bientôt, j'espère.